L'agenda de notre, on a déjà fait la rapide présentation. On va faire un exercice. Vous connaissez Optime pour la plupart. Vous savez qu'on commence toujours par essayer de se mettre les méninges en route pour bien s'échauffer. Donc, vous allez voir, Guillaume vous a préparé un exercice. On aura, pour ceux qui sont justement béotiens, les bases du throughput accounting. Alors, normalement, hein, c'est 2, 3 jours hein, pour se former au throughput accounting. Donc, ce n'est pas en 5 minutes que vous allez. Mais vous allez voir un aperçu des messages un peu paradoxaux que le throughput accounting peut apporter. Guillaume reviendra sur les spirales positives et les spirales négatives de l'approche comptable en général à classique dans les entreprises. Et on finira avec une petite innovation. Vous nous avez pas encore entendu parler de ça et on verra que on fera une petite approche de la pratique budgétaire dans les entreprises je ne sais pas si ça vous fera rire ou si ça vous fera pleurer, mais vous verrez, ça gratte un peu. Voilà, donc du coup, en toute décontraction, on essaye d'aborder ce sujet qui est assez technique en fait, et on va commencer par l'exercice. Guillaume, c'est à toi. Yes. Donc, ce que je propose, on va regarder ensemble un petit cas relativement simple. Donc, on a au moins 2 personnes qui travaillent dans l'automobile et qui ça parlera peut-être un peu plus. Vous allez vous mettre dans la peau d'un contrôleur de gestion pour un fabricant automobile et le service commercial va vous contacter pour vous proposer de vendre 1000 voitures à un loueur. Et vous avez donc les informations suivantes pour prendre votre décision. Vous avez le prix de revient de la voiture qui se décompose en sa valeur achetée, donc des pièces achetées à l'extérieur, de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de la main-d'œuvre directe affectée à ces transformations, et puis des frais fixes de l'entreprise qui sont réalloués à chacun des véhicules. Vous avez un objectif de marge de 30%, ça descend du corporate et c'est ce qu'on vous demande, et votre prix de vente affiché pour ce véhicule-là, qui est demandé par le loueur, est de 32 500 euros. On parle évidemment tout en hors taxe. Et donc, on vous pose 2 petites questions, qui est en fait la même, mais dans 2 cas différents. À quel prix minimum vous acceptez de vendre ces 1000 voitures? Dans un premier cas, si votre usine est saturée avec un carnet de commandes très long, et dans un second cas, si votre usine n'est pas saturée et que vous avez un carnet de commandes qui est plutôt faible ou moyen. Donc, ce qu'on vous propose pour ça, vous avez un QR code si vous voulez le faire sur votre téléphone, ou je vais vous mettre, je vais vous mettre un lien dans le chat du Teams sur lequel vous pouvez cliquer directement et vous envoyer vers un petit Google Form pour répondre à cette question dans les 2 cas. On va vous laisser évidemment quelques minutes pour le faire. Et là, vous avez besoin d'une calculatrice normalement. Hein. Ouais, peut-être. Peut-être. Faut que vous êtes très fort. Donc, Et donc, n'hésitez pas s'il y a des choses pas claires hein, à nous poser les questions. Et sinon, on se laisse 5 minutes pour que vous répondiez à ces 2 petites questions. Donc, dans le questionnaire, c'est le premier prix, le prix le plus bas auquel vous acceptez de vendre les véhicules. N'hésitez pas à poser des questions et n'hésitez pas à dire quand vous avez terminé. On est parti. Si vous avez juste à cliquer, faites-le maintenant, ça apparaîtra. Alors, voilà comment vous avez répondu. On a une dizaine de réponses. Donc, dans le cas de l'usine saturée, vous avez été 50% à penser qu'il fallait vendre au prix de vente affiché. Vous avez été 2 à penser qu'il fallait baisser, on pouvait baisser le prix jusqu'à 25 000 euros, et certains ont même proposé de baisser jusqu'à 21 400, voire 18. Et dans le cas de l'usine non saturée, vous avez été une majorité à penser qu'il fallait vendre à 21 400. 3 à penser 25, donc un peu plus élevé, et puis 3 encore à penser plus bas, 15 500, voire même 12 001 euros pour 2 répondants. OK, donc on va vous partager ce qu'on pense, nous, de ce point de vue-là. Les 2 cas sont évidemment très différents, hein, puisque on va se retrouver dans des objectifs qui, du coup, seront différents, étant donné que la situation est vraiment pas la même. On a dans un cas une usine qui est saturée, donc on a un objectif qui va être plutôt de maximiser la valeur qui passe par cette entreprise. Ce que ça veut dire, c'est que ça va se traduire par viser un prix de vente qui serait maximisé. Dans ce cas-là, vous avez été une majorité à penser la même chose que nous, hein, puisque vous proposiez en grande partie d'afficher un prix de vente, de garder le prix de vente catalogue. Il y a une petite question qui pourrait se poser sur qu'est-ce qu'on a dans le mix aujourd'hui et à combien est le produit qui passe par l'usine qui, en fait, a la marge la plus faible.
Et du coup, est-ce que c'est 25 000? Est-ce que c'est 21 000? Donc là, on pourrait se poser cette question-là. C'est pour ça que nous, dans la correction, on vous propose plutôt, dans le cas numéro 1, évidemment, de vendre au prix le plus élevé, voire de se poser la question du 25 000. Mais c'est vraiment une question de qu'est-ce qui passe par notre usine. Dans le cas numéro 2, la réponse qu'on vous donne, elle est plutôt orientée throughput. Donc, on va revenir sur cette notion juste après, en se disant que à ce prix-là, 15 500 €, on a notre objectif de 30% de marge sur notre throughput. Le cas du 12 001 que quelques-uns ont pris ou quelques-unes ont pris, en fait, c'est la philosophie de la TOC qui dit qu'en fait, à partir du prix de revient, tant qu'on est au-dessus de de nos frais strictement variables, c'est-à-dire 1 € au-dessus, on va gagner de l'argent. Effectivement, on aura un throughput de 1 € pour une voiture vendue à 12 001 €. Donc, dès que le throughput est positif, ça veut dire qu'on absorbe des charges fixes. Évidemment, le but du jeu, c'est de vendre au plus cher qui serait acceptable par le client, surtout en ne perdant pas la vente. Si ça devient rédhibitoire, il faut baisser le prix. Donc, évidemment, l'exercice, il est simpliste. On va en discuter. On va revenir dessus. Vous allez voir après les concepts de la TOC. L'idée, c'est vraiment de montrer que pour prendre une décision, on a besoin de plusieurs informations. La saturation de l'usine est une information essentielle. Et deuxièmement, quand elle n'est pas saturée, cette usine, il faut arriver à avoir une information concernant le throughput, on va voir. Et on va en parler. Mais même pour l'usine saturée, hein, vous avez vu, on reviendra sur cette notion de comment choisir les produits qui vont passer à travers l'usine saturée. Et peut-être que le prix de vente de 25 000 est meilleur en termes de génération de valeur qu'un autre produit. Et donc, il vaudra mieux passer cette voiture, même si on baisse un peu son prix de vente par rapport au prix affiché, parce qu'il génère plus de valeur. Et là, en l'occurrence, la valeur dont on parlera, ça sera du throughput. Alors, ça va, il y a pas trop de questions. Enfin, il y en a peut-être, hein. Si vous avez une ou deux questions, allez-y, n'hésitez pas. Après, on rentre dans les bases à partir d'un exemple. On reviendra dessus. Alors, en fait, là, pour ceux qui nous connaissent, les 3 prochains slides, ils les ont déjà probablement soit entendus, soit vus, puisque c'est à partir d'un exemple, hein, qu'on va présenter la TOC. En fait, la première des choses, c'est comment on calcule le prix de revient d'un trajet en avion et comment Air France, par exemple, fait et comment Air France gère en particulier ses sièges vides. Et donc, quand on calcule le prix de revient d'un trajet en avion, on a le coût variable du passager. Alors, je ne sais pas si vous imaginez bien combien ça peut être le coût variable d'un passager dans un avion, mais en y réfléchissant bien, le seul coût variable d'un trajet en avion, c'est son plateau repas. Tout le reste, ce sont des frais fixes. C'est-à-dire que sur un trajet en avion, je veux dire qui n'est pas un transport privé, évidemment, hein, qui est un transport de ligne, la seule différence si ce passager il est là ou il n'est pas là, c'est le prix de son plateau repas. Tout le reste, l'équipage, l'avion, le kérosène, les taxes d'aéroport, etc., etc., tout sera pareil. La maintenance de l'avion sera de la même manière, parce que c'est des heures, c'est pas le nombre de passagers, hein, c'est les heures de vol. Voilà. Donc on est sur, en fait, le coût variable du passager est extrêmement faible. Et donc, ça sera quasiment du coût fixe uniquement, en tout cas ce que la TOC va vous proposer d'appeler du coût fixe, c'est-à-dire le coût de tout ce qui est du voyage en lui-même, c'est-à-dire le kérosène, l'équipage, etc. Mais il y a aussi évidemment les coûts qui sont liés à l'amortissement de l'avion et la part allouée des frais fixes d'Air France. Je vous propose une hypothèse qui est qu'en faisant ces calculs-là pour un prix de revient pour un siège d'avion, on est à 450 € pour un Paris-New York. Donc, c'est le prix de revient. Évidemment, tout billet vendu à moins que le prix de revient est une perte pour l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on raisonne et c'est comme ça qu'on challenge ces commerçants pour dire cela. Et en raisonnant comme ça, vous imaginez bien que le jour où il y a 30 ans, il y a un jeune chevelu qui a débarqué dans le bureau du PDG d'Air France en lui disant « J'ai une idée géniale, je vais vous vendre des Paris-New York à 50 €. Il s'est fait sortir du bureau du PDG pas très poliment.
parce que c'était complètement crétin, c'était complètement irrationnel d'imaginer pour le PDG d'Air France, donc dont le but tous les jours, c'était d'augmenter son prix moyen de vente de ses voyages en avion. Et donc, eh bien, évidemment, c'était l'inventeur de lastminute.com, donc on peut passer au slide d'après, voilà. Puisque l'inventeur du lastminute.com, il a dit, mais moi, je ne veux pas te vendre tes billets que tu as déjà vendus, je veux te vendre des billets sur des sièges qui sont vides. Et donc, ce monsieur, c'est pas lui qui a inventé le throughput, mais on va expliquer son raisonnement à partir du throughput. Le throughput, c'est le prix de vente du billet moins les frais 100% variables. C'est-à-dire que lui, il dit, je crée de la valeur à partir du moment où je couvre les frais variables. Donc, si je couvre en imaginant que le prix du plateau repas, c'est 10 euros, à partir du moment où je vends un siège vide, évidemment, un siège vide, à plus de 10 euros, on est sur un gain marginal et on va avoir une création de valeur. Parce que tous les autres coûts sont fixes. Donc, ça veut dire quoi? Si vous ratez cette vente, même à 11 euros, même à 50 euros, on va dire 50 euros, bah, vous perdez les 40 euros et ces 40 euros, vous diminuez les revenus, la marge d'Air France de la valeur du throughput que vous avez raté. Donc, ça veut dire que même si c'est que 50 euros, même si vous êtes loin du prix de vente objectif, vous avez quand même absorbé 40 euros de charges fixes. Donc, le throughput accounting, en deux mots et de manière extrêmement simple et simpliste, le throughput accounting se concentre sur l'augmentation des revenus et sur l'absorption des frais fixes. Comment on fait pour augmenter la capacité de l'entreprise à couvrir ses frais fixes en utilisant ses assets, en utilisant alors, les assets, ça peut être évidemment des capitaux fixes, des investissements, des avions, par exemple, mais ces assets, c'est des compétences, c'est un réseau commercial, c'est sa capacité à avoir des clients, une image de marque, etc. Ça, c'est des assets. Comment je le fais pour générer de la valeur à partir de mes assets avant d'essayer d'aller dans une logique de diminution des coûts? J'ai un dernier slide pour expliquer ça. C'est EasyJet, puisque après lastminute.com, où on se disait on est sur de la vente marginale, on est sur OK, on est sur une opportunité de vente, etc., etc. On a des gens quand ils ont inventé le low cost, ils ont inventé un autre concept, ils sont allés encore plus loin que le concept de lastminute.com, c'est-à-dire qu'ils ont dit au patron d'Air France, ils ont dit, toi, continue à vendre tes billets à 450 euros, et moi, je vais les vendre à 50. Tous. Alors, pas tout à fait 50 pour faire un Paris-New York, hein, mais ils vont aller dans des paradigmes extrêmement différents et complètement divergents, qui vont être, en fait, je vais travailler sur le management de ma contrainte, de mon goulot d'étranglement. C'est là où on fait le lien, évidemment, avec la théorie des contraintes. Ma contrainte, c'est qu'est-ce qui limite ma capacité à créer à générer des revenus, à générer de la valeur. Cette contrainte, aujourd'hui, quand on regarde, bah, c'est quoi? C'est l'avion. C'est l'avion qui crée la valeur. Mon outil de travail, c'est mon avion. Et en fait, comment je crée de la valeur le plus possible avec un avion? J'ai deux grands axes sur lesquels je dois travailler pour générer de la valeur à partir de mon avion. Un, je dois le remplir. Et deux, je dois le faire voler souvent. Et donc, on va travailler sur deux choses avec un principe low cost. Le premier, c'est qu'il faut que tous les sièges soient pleins. Parce que 20% de vide dans un avion, ça coûte une fortune. Plus exactement, ça rate une fortune. Et deuxièmement, EasyJet va travailler avec une flotte qui a 5 ans d'âge moyen, enfin qui avait quand j'avais regardé les chiffres, donc maintenant ça a dû bouger un peu, qui avait une flotte de 5 ans d'âge moyen, alors qu'Air France vole avec une flotte qui a plus de 20 ans d'âge moyen. Donc ça veut dire quoi? Et vous allez voir, on va détailler d'autres choses. Non seulement ils ont des avions beaucoup plus récents, donc moins de panne, donc moins de maintenance, etc., etc. Mais en plus, ils vont travailler avec un principe. Vous savez, par exemple, quand vous avez un avion qui arrive avec Air France, même dans un petit aéroport, hein, moi je faisais, quand je prenais encore l'avion, quand je faisais Lyon-Nantes, j'arrivais à Nantes et là, il faut 10 minutes le temps que la petite échelle là, arrive, là, enfin le petit, je sais pas comment on appelle là, le tuyau, là, je sais pas comment on appelle ça, il y a de débarquement qui vient de se connecter sur la porte avant et là, il faut vider l'avion par une seule porte. EasyJet, ils ont compris que leur objectif, c'est pas d'avoir un avion au sol, c'était d'avoir un avion dans l'air. Donc quand ils arrivent, ils s'arrêtent loin de tout. Ils mettent deux échelles pour vider un avion, ça se vide donc 2 fois plus vite.
et c'est les clients qui marchent, ça, c'est pas très grave, et ils n'ont pas besoin d'attendre que la place soit libre et que le connecteur arrive comme il faut. Donc, ils vont vider les avions plus vite, ils vont les remplir plus vite, parce qu'au lieu de les remplir par une seule porte, ils vont les remplir avec 2 portes. Troisièmement, quand ils vous demandent d'embarquer, ils vous mettent dans une petite salle à 50 mètres carrés, à 200 personnes, vous êtes serrés comme des sardines, et quand ils ouvrent la porte, le flux est assez rapide pour remplir l'avion en général. Les gens sont tellement contents de sortir de cette petite pièce que ça va vite. Et en fait, ils arrivent à faire quoi? Ils arrivent à rouler, à faire des rotations beaucoup plus rapides de leurs avions et à faire au moins par jour une rotation de plus, par exemple, sur un avion Nantes. Et donc, comment expliquer que vendre du low cost est plus rentable dans certaines conditions que de faire l'avion premium de type Air France? Eh bien, la contrainte légitime, donc, ce sont ces avions, et il va devoir travailler sur l'optimisation de sa contrainte, et il va travailler sur un débit de valeur généré par ces avions pour qu'il soit maximisé. Et c'est ainsi qu'on peut expliquer. Donc, on a vu ensemble 2 grands concepts. La définition du throughput, qui est le prix de vente moins les frais 100% variables. Et deuxièmement, on a vu que le throughput doit être maximisé. Où ça? Il doit être maximisé sur la contrainte, c'est-à-dire il faut absolument que votre contrainte, à travers votre contrainte, vous fassiez passer le plus de valeur possible. Bon, j'espère que c'était pas trop complexe. Guillaume, si tu veux rajouter quelque chose? Non, très bien. Ouais. Eh ben, Michel qui lève la main. Vas-y, Michel. Non, j'avais juste une remarque là pour augmenter finalement. Alors je sais pas si c'est la contrainte, mais c'est plutôt la capacité. L'étape d'après, c'est le assis debout, quoi, en fait. C'est ça. Et à ce moment-là, tu remplis encore plus et tu génères encore plus de throughput, quoi. Ouais, mais c'est vrai que la densité des sièges aussi joue beaucoup sur combien de personnes tu mets dans l'avion assis. Alors là, on va rester assis. Mais oui, tout à fait. C'est tout à fait. Alors, évidemment, cet exemple, et je pense à mes amis présents d'Optime Ressources, ne veut pas tout à fait dire qu'on est favorable à l'industrie aérienne et à l'impact qu'il a sur les émissions en gaz à effet de serre. Mais c'est un exemple qui est tellement parlant en termes de business que ça permettait de discuter de tout ça. Évidemment, ça ne veut absolument pas dire que nous soutenons de près ou de loin le modèle des low cost ou autres entreprises de ce type. On attend avec impatience le jour où la SNCF lance son lastminute.com pour changer d'exemple. En fait, oui, bon, ils l'ont fait en fait avec Wigo et on a exactement le même modèle avec Wigo. Il faut juste que je change mes slides et avec Wigo, ça marchera très bien. Allez, on y va. Alors, on va se parler un peu des problèmes du point de vue de la TOC, du cost accounting. Et donc, pour ça, on va revenir un petit peu déjà sur les choses un peu de base. Alors, la première phrase ici, c'est une citation d'un praticien, d'un ancien CFO qui maintenant fait beaucoup de formations et de conseils sur ces sujets-là, qu'on a découvert il y a peu de temps et qu'on trouve très pertinent pour le coup. Donc, c'est un Américain qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là et qui vous propose du coup la citation suivante. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se concentrer comme le cost accounting sur les dépenses non nécessaires, en tout cas considérées comme non nécessaires. On veut se concentrer sur l'augmentation de ce fameux throughput. Et donc, c'est un peu la traduction de la phrase qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est qu'on se concentre sur l'augmentation de la valeur plutôt que la diminution des coûts. L'hypothèse de base derrière le cost accounting et la compta analytique, c'est que pour améliorer la rentabilité d'une entreprise, il faut réduire les coûts partout et qu'une réduction des coûts n'importe où sera un gain pour l'ensemble de l'entreprise. Le throughput et accounting est évidemment en contradiction avec tout ça, en se disant que oui, c'est un levier de performance, la diminution des coûts, mais ce n'est pas le meilleur, et que c'est plutôt sur la valeur créée qu'il faut se concentrer. Et donc, le but du jeu, c'est d'augmenter la performance économique d'une entreprise, ce qui est souvent l'effet inverse qu'on obtient avec le cost accounting, parce qu'on va en fait couper des choses qui étaient utiles d'une manière ou d'une autre, pas forcément quantifiables. Et surtout, la diminution des coûts, quand on prend des coûts fixes, elle se fait par palier, et pas du tout de manière incrémentale. Et donc, c'est-à-dire que produit par produit, c'est plutôt faux. Si on revient sur notre exemple du petit exercice du début avec nos 1000 voitures, on va retrouver là-dedans les différentes informations que je vous avais données au départ. Donc. Et donc, on se dit que la réponse du cost accounting, c'est qu'en dessous de 16 500 €, je perds de l'argent avec un produit. D'accord? Parce qu'on a
nos 12 000 euros de valeur ajoutée, nos 3 000 de valeur ajoutée, donc de main-d'œuvre directe, et nos 1 500 de réallocation de coûts fixes. C'est-à-dire que si on passe en dessous des 16 500, la réponse du cost accounting, c'est qu'on a une marge négative. Est-ce que, du coup, ces informations-là, d'un point de vue throughput, sont pertinentes? Donc, certes, la plupart d'entre vous, je pense, connaissent déjà la réponse. Évidemment, non. La définition que vous a donnée Paul tout à l'heure, c'est qu'en fait, le throughput accounting va se concentrer, pour calculer le throughput généré par un produit, seulement sur les frais strictement variables. Ce qui veut dire que la valeur ajoutée, donc la main-d'œuvre directe, n'est pas un frais strictement variable, sauf dans certains cas où les personnes seraient payées à la pièce produite ou ce seraient des fameux contrats hourly qu'on retrouve chez nos amis américains. Une petite erreur dans le 15 000 à droite, oui. désolé, on a changé les chiffres dans l'exercice, et donc c'est 16 500 et j'arrive pas à corriger parce que c'est pas moi qui ai le fichier ouvert. Désolé, il y a une petite boulette, une petite coquille. Ouais. Ok, donc le throughput, c'est bien 12 000. À partir de 12 000 euros, au-dessus de 12 000 euros, on a un throughput positif, et donc on ne perd plus d'argent avec le produit. Donc si on reprend le petit tableau tout à l'heure et qu'on fait la comparaison entre le throughput et la marge nette, ce qu'on vous avait présenté tout à l'heure, c'est qu'à partir de 12 001 euros, on fait en fait 1 euro de throughput par véhicule. Évidemment, ça va venir augmenter à chaque fois qu'on vient augmenter le prix de vente. Côté marge nette, il faut atteindre les 16 500 euros pour avoir une marge qui ne soit pas négative. Et donc, dans la réponse aux questions de tout à l'heure, on avait un certain nombre de personnes qui se positionnaient en termes de prix dans le cas numéro 1 à 21 400 euros, qui en fait est la réponse du cost accounting. C'est à 21 400 euros, ça correspond à mes frais, mon prix de revient version cost accounting, plus mes 30%. Et ça nous amène du coup avec mes 30% de marge ici sur 21 400. Alors que le throughput dit, en fait, mes 30%, je les ai dès 15 500 euros. Donc c'est vraiment une différence fondamentale de ce point de vue-là. C'est pas du tout la même façon de le voir. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur les écarts entre les deux, sur, je sais pas, ou des questions auxquelles j'aurais pas pensé? Ou est-ce qu'on avance sur ce qu'on considère comme étant la spirale négative du cost accounting quand elle se traduit et qu'elle est vraiment utilisée par les opérations? Micro. Christelle, bon, là, moi j'ai du mal à saisir. Alors, autant l'approche en marge sur coût variable quand on est en capacité, je veux dire, non saturée, ça je le comprends très bien. C'est-à-dire, à un moment, les frais fixes, on les regarde comme ça aussi. Mais par contre, j'ai plus de mal à, on va dire, à adhérer quand on prend la partie main-d'œuvre directe, qui pour moi fait partie des coûts variables. Donc, c'est là où effectivement on diverge un petit peu, où on va un cran plus loin. Et j'aurais besoin qu'on me réexplique juste le raisonnement. Pourquoi sur de la main-d'œuvre directe qui est aussi variable, on ne la considère pas en fait dans les coûts variables selon le throughput méthode? Yes, très bonne question. La différence fondamentale, c'est un frais strictement variable veut dire que si on ne fait pas le produit en question, on économise le frais en question. D'accord? La main-d'œuvre directe, elle fonctionne par effet de palier, comme la plupart des charges fixes, ce qui veut dire qu'en fait, si on ne fait pas les 1000 voitures, on ne va probablement pas se séparer des opérateurs qui auraient travaillé sur ces 1000 voitures. Ok. Ouais, donc on pousse le curseur encore un cran plus loin. C'est ça. Ça veut dire qu'on ne va pas se débarrasser de ce frais-là, donc il est fixe. Sur l'horizon qu'on considère et la décision qu'on prend, ce frais-là ne va pas changer. Ouais, il y a une notion de temporalité en fait. À quelle vitesse on est capable Exactement. d'engager. De variabiliser ses coûts. Exactement. Okay. Et donc, si on se remet dans le monde plutôt de la semence potagère avec Rémi, si vous avez des travailleurs journaliers, on peut considérer que c'est des frais variables. Parce que la décision d'embaucher ou de ne pas embaucher, elle est quotidienne. Donc, vous avez une décision qui variabilise énormément vos coûts. Quand vous avez des intérimaires à la semaine, par exemple, vous pouvez imaginer, parce qu'il y a très peu de formations, etc., on pourrait imaginer, on peut encore considérer comme une ressource variable. Dès que vous passez la semaine, vous êtes au mois ou à 3 mois ou à 4 mois, vous avez des intérimaires, vous pouvez considérer que c'est une forme de variabilisation de vos coûts, mais en fait, ils sont là. Donc, si vous ne saturez pas votre contrainte et votre outil industriel, tant qu'ils sont là, il faut les saturer. C'est-à-dire, tant qu'ils sont là, il faut essayer de générer le plus de valeur possible, tant qu'ils sont là pour produire.
Voilà, donc effectivement, Goldratt, hein, qui est l'inventeur de cette façon de voir, insiste vraiment pour dire il ne faut prendre que les dépenses strictement variables, et dès qu'il y a un peu de fixe, eh bien, il faut les considérer comme étant dans les charges fixes. Alors ça, effectivement, j'aime bien l'idée de pousser le curseur le plus loin possible pour mettre en évidence les erreurs de raisonnement. Évidemment, il faut le faire avec prudence, Christelle, et on va voir dans l'exemple que va donner maintenant Guillaume qu'il peut y avoir des effets de palier, et évidemment, il faut les regarder, ces effets de palier, on va regarder ça ensemble. Le but du jeu, c'est vraiment de se concentrer sur les informations qui sont pertinentes pour la question qu'on se pose, et en l'occurrence, du coup, la variabilisation des coûts en fonction de l'horizon qu'on considère fait partie des sujets pertinents. Alors, si on regarde, on prend un petit peu de hauteur et qu'on se met maintenant sur un horizon de temps annuel, on présente un schéma très simplifié là sur lequel on va se dire, on prend l'année échue, on a nos frais fixes, nos frais variables, notre chiffre d'affaires, et donc on sort un résultat net en fin d'année. On va avoir un service très bien intentionné qui va donner des informations aux opérations en leur disant qu'ils ont identifié dans le mix produit, dans le portefeuille de produits de l'entreprise, des produits à marge négative. Quand on dit marge ici, hein, ce n'est pas la marge contributive qui, elle, pour le coup, est plutôt proche de notre affaire de throughput. Ce serait bien une marge une fois qu'on a rajouté donc, nos main-d'œuvre, y compris directs et indirects, et du coup tous les overheads et tous les frais fixes de l'entreprise réalloués au produit. Une fois qu'on a fait ça, on va trouver donc des produits à marge négative, et on dit aux opérations et aux ventes, faites attention, là, ce produit-là, quand on le vend, on perd de l'argent. À chaque fois que vous vendez cette unité-là, on perd 20 centimes, 30 centimes, 100 euros, 200 euros, 2000 euros en fonction de votre environnement. Si les opérations écoutent ce message et changent du coup ce qu'ils font de ce point de vue-là, toutes choses étant égales par ailleurs, ils vont évidemment gagner les frais variables liés aux produits qui ont été identifiés. Ils vont probablement gagner un petit peu sur les frais fixes. Là, c'est les fameux effets des paliers. On a pris l'hypothèse qu'on arrivait quand même à économiser un peu de main-d'œuvre, à économiser. Un chef d'équipe, voilà, une location de salle, des choses comme ça. Voilà. Mais par contre, ce qu'on a aussi et surtout perdu, c'est le chiffre d'affaires qui allait avec ce produit. Et ça, du coup, vu qu'on a un effet de levier qui n'est pas à 100% le même entre nos frais fixes et nos frais variables, ça veut dire qu'on va se retrouver avec une perte de chiffre d'affaires qui est plus forte que ce qu'on a en fait effectivement gagné. Et donc, notre résultat net va diminuer d'autant. Il va perdre cette différence-là. C'est vrai, à la condition qu'évidemment le throughput du produit en question était positif. Oui, évidemment, bien sûr. on est d'accord. Hein. Donc, on est bien toujours dans l'idée où vous aviez un produit à marge négative, mais à throughput positif. C'est vraiment l'idée de la pièce, du siège d'Air France. C'est-à-dire, si le siège, vous l'avez vendu 5 euros avec le prix du bateau repas, c'était 10, on est d'accord, vous avez creusé le trou là. Hein. Par contre, si vous avez vendu votre place à 50 euros, eh bien, automatiquement, vous avez comblé, vous avez compensé une partie des charges fixes et ça devient, du coup, considérant que les charges fixes, de toute façon, il fallait les payer, ça devient de la marge nette. C'est le cas de tout à l'heure avec nos 1000 voitures où à 15 500 euros de prix de vente, on avait côté throughput 3 500 euros de positif. Donc, on avait notre objectif de 30% de marge finalement. Et côté marge nette, on était en négatif de 1000 euros. C'est vraiment ce cas-là où on s'est dit, OK, on arrête ce produit-là, on perd de l'argent, alors qu'en fait, fois 1000, on gagnait 3,5 millions sur ce produit-là. Et donc, à la fin de l'année N+1, qu'est-ce qui va se passer? Mécaniquement, il y a des nouveaux produits qui vont passer à marge négative, puisque la part des frais fixes qui restent à réallouer, ramenés par produit, augmente. Donc, il y a des produits qui étaient un petit peu limites, point de vue marge nette, qui vont d'un coup se retrouver plus dans la norme, mais en marge négative. Et donc, on va à nouveau identifier des produits et on va à nouveau dire aux ventes et aux opérations de ralentir la cadence là-dessus, d'arrêter ses ventes, de switcher les clients, etc. Ça va là-dessus? Tu vas y revenir avec le schéma d'après. J'y reviens du coup sur le schéma d'après. Hein, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle cette spirale négative du mauvais. Alors, on dit bien mauvais cost accounting parce que il y a une façon de le partager qui est évidemment plus saine. Et ce truc-là est évidemment hyper important d'un point de vue reporting, ne serait-ce que légalement, hein, pour les entreprises qui sont sujettes à ça. La problématique, c'est quand c'est vraiment traduit dans les opérations et que les opérations se saisissent du sujet et se sentent concernées par ce sujet-là. Ce qui est de plus en plus le cas chez les clients qu'on accompagne.
La première étape, c'est évidemment, on identifie les produits à marge négative, donc on demande aux ventes, aux opérations de ralentir. On diminue évidemment les frais variables liés à ces produits-là, mais on diminue aussi le chiffre d'affaires lié à ces produits. Globalement, les coûts fixes vont rester au niveau initial, sauf effet de palier, et ça, c'est un vrai sujet qu'il faut étudier évidemment. Et la réallocation des coûts fixes, du coup, va augmenter pour les produits récents, ce qui fait qu'on va identifier de nouveaux produits. Et la problématique là-dessus, c'est que si personne n'arrête ces spirales, on va complètement saccager des parties entières de l'activité de l'entreprise qui rapportaient de l'argent, qui faisaient travailler du monde, qui permettaient d'amener vraiment de la valeur ajoutée et qui vont être soit vendus dans le meilleur des cas, soit externalisés complètement, soit juste détruits et on va perdre vraiment cette création de valeur. Bon, je fais une petite parenthèse qui n'était pas prévue, mais Yes. pour essayer de vous donner 2 exemples, là, rapidement. Chez un industriel très connu dans la région sud, dont je ne dirai pas le nom, je travaille avec eux, on travaille dans une usine, ils me montrent leur traitement thermique, donc ils font des pièces métalliques, ils montrent leur traitement thermique, qui était loin d'être saturé. Je le remarque d'ailleurs, je leur dis, tiens, votre traitement thermique, il n'est pas saturé, comment ça se fait, alors que vous me dites que votre usine est pleine, etc. Il me dit, oh là là, mais oui, mais de toute façon, on a fait des analyses. En fait, notre traitement thermique était beaucoup trop cher. Et donc, on a décidé d'acheter les pièces dorénavant traitées déjà thermiquement par nos fournisseurs. Et donc, on a rajouté, alors là, le chiffre, je l'invente, on a rajouté 10 centimes par pièce de traitement thermique parce que, du coup, chez nous, ça valait 15 centimes par pièce. Donc, on a gagné 5 centimes par pièce. Donc évidemment, pour ceux qui connaissent l'histoire, je me suis un peu étonné. J'ai regardé, je leur ai dit, bon, donc alors, factuellement, vous avez gagné combien? Dites-moi les coûts que vous avez évités. Et là, grand blanc, puisque le traitement thermique, il tournait toujours, le four, il était allumé, le gaz, il était consommé, et le tapis roulant, il entraînait des pièces. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas basculé intégralement toutes les pièces en traitement thermique externe. Donc leur traitement thermique, il était toujours là. Or, le traitement thermique, c'est que des coûts fixes. Même l'opérateur, qu'il ait 2 pièces à la minute à déplacer ou qu'il en ait 5, il est là, il travaille et donc il est payé. Donc c'est intégralement des coûts fixes. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient augmenté leur prix d'achat, donc les frais variables, et ils avaient gardé les frais fixes. Donc vous avez ici un exemple typique d'entraînement de spirale négative. Pourquoi? Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on fait? À la fin de l'année, quand on refait le coût de revient du traitement thermique, évidemment, le traitement thermique des pièces qui restaient, il va passer de 15 centimes, il n'était plus de 15 centimes, il était 25 centimes maintenant, puisqu'on avait diminué de moitié la charge du traitement thermique, et donc automatiquement, rapporté au nombre de pièces qu'on a traitées, les frais fixes ont augmenté, donc c'est encore pire. C'est une catastrophe ce traitement thermique, il faut absolument l'arrêter, il faut absolument même faire des projets spécifiques pour que les pièces qu'on a déjà et qu'on traite nous, on les achète traitées. Voilà. Et donc on est vraiment ici dans une spirale de réduction de la valeur, puisqu'on va tuer une partie de notre asset, de notre savoir-faire, d'un outil industriel, uniquement par une erreur de raisonnement en fait. Et encore une fois, le cost accounting n'est pas en faute, c'est l'utilisation qu'on en fait qui est fautive dans ce cas-là, et en particulier la réallocation des frais fixes ramenés au coût variable, au nombre de pièces, alors qu'on n'est pas saturé. Deuxième exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent projet autour de la table, et en fait, on n'a pas trop pensé, mais c'est vrai que quand on fait beaucoup de choses sur les portefeuilles de projets, on en parle beaucoup, mais là, on n'a pas trop prévu de slides sur les projets, mais c'est la même chose sur les projets. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des projets qui génèrent moins de revenus que d'autres, et vous pouvez avoir tendance à dire, ouais, ils sont à marge négative, ils sont moins intéressants que les autres, il faut les supprimer. OK. Mais si vous supprimez ces projets, ou ne les prenez pas, est-ce que réellement vous avez diminué vos coûts? En mode engineering, en mode projet, en mode portefeuille de projet, la plupart du temps, ce sont que des coûts fixes. Enfin, OK, vous achetez un essai Miller-Brouillard-Salin dans un labo extérieur, ça c'est un coût variable. Mais tout le reste de l'engineering génère une grande partie de coûts fixes. Et donc, attention au raisonnement, on peut se trouver la main prise exactement de la même manière, et vous allez voir dans la spirale positive qu'on a aussi d'autres bonnes idées. Il y avait une question de Colette. Pardon, Colette. Oui, j'avais juste une petite question, c'est par rapport à la diapo précédente. Voilà. Et du coup, on voit qu'on diminue, enfin, sur l'image, on voit qu'on a baissé un peu aussi les frais fixes, et peut-être que ça peut induire un petit peu en erreur quand même. Il faudrait peut-être garder quand même les frais fixes
quasiment pareil. Enfin, vraiment, Oui, enfin, oui. voilà. Notre conviction, c'est que les frais fixes, ils restent comme ça, mais on a voulu être fair play en disant Ouais, qu'il pourrait y arriver des fois ouais. où on pourrait gagner quelque chose. Donc voilà, on a vraiment voulu être fair play là Mais par rapport à la mais méthode. c'est un peu chouïa quand même, voilà. Oui, Bah, oui. le cas qu'on voit régulièrement, typiquement en industrie, hein, c'est on a viré une ligne de produit et du coup, on a supprimé peut-être un opérateur à l'usine. Mhm. Ok, Mais un opérateur, du coup, on est d'accord, c'est des économies de bout de chandelle par rapport à ce que pouvait ramener cette ligne de ouais, produit-là, etc. Mais on a quand même voulu illustrer qu'on pouvait quand même gagner un petit peu sur des frais fixes et ok, pas rentrer trop dans la caricature de il n'y a que du frais variable qui saute. ok. Il travaille en ce moment, Guillaume, dans une entreprise dont je tairai le nom aussi, voilà, et il travaille en supply chain sur justement tout le travail d'allocation des produits, etc., etc. Et je peux vous assurer qu'en supply chain, on ne fait que ça. C'est-à-dire des erreurs de raisonnement sur des augmentations ou des baisses de capacitaire sur des lignes pour pouvoir faire baisser des frais, alors qu'en fait, on fait beaucoup plus baisser les revenus. Mhm. Ok. Et c'est là que le lien avec le capacitaire est hyper important, hein, puisque si on part de notre cas tout à l'heure, on avait notre premier cas sur lequel on avait une usine saturée. Dans ce cas-là, on aurait pu se dire que potentiellement, sur cette usine saturée, on aurait identifié des produits à marge négative, ce qui fait qu'on aurait du coup mécaniquement baissé la saturation. En baissant la saturation des lignes, ce qui se passe normalement assez rapidement, c'est que les opérations sont alertées sur le fait que leurs TRS sont pas bons, leurs saturations sont pas bonnes, les ressources sont embauchées mais sont pas utilisées comme il faut faire quelque chose. Et donc, en principe, on a deux façons de faire, hein. La première qui est de se dire, OK, je vois ça comme besoin pour l'année prochaine ou les prochains mois, je mets toutes mes capacités à ce niveau-là et donc je baisse la surcapacité que j'avais identifiée sur les différentes ressources. Donc là, ça peut être évidemment aussi bien des ressources usines de production ou des ressources compétences dans le cas des projets. Et donc, on va se dire qu'on va venir supprimer les capacités excédentaires. Ça, c'est ce qu'on appelle sortir par le bas, hein. C'est se dire, on bien diminuer les coûts, faire ces fameuses économies de bout de chandelle ou pas, hein. Dans certains cas, il y a quand même des leviers financiers qui sont importants. La réalité, c'est que saturer la ressource avec des charges, évidemment, toujours à throughput positif, hein. Si on vend le billet en dessous du prix du plateau repas, on a fait une erreur, on est d'accord. Mais à partir du moment où le throughput est supérieur à zéro, on gagne de l'argent. Et donc, on amortit les frais fixes et du coup, on augmente le résultat net de l'entreprise. Évidemment, de ces deux options, côté Optime, on a une conviction forte, hein, que la saturation de la ressource critique est évidemment la façon de faire. Ça implique quand même de savoir où elle est et de pouvoir calculer un certain nombre de choses de ce point de vue-là. Mais le fait de supprimer les capacités excédentaires veut dire qu'on n'arrivera jamais à sortir ce qu'on avait prévu, puisque toutes les ressources étant liées les unes aux autres, si B a le moindre aléa, ça veut dire qu'il ne livrera pas assez, C n'a aucune capacité pour revenir en arrière, donc ça ne passera pas. Donc on sera en plus en dessous du budget et on aura perdu des ventes. Et donc l'année suivante, comme on aura perdu des ventes, on va se retrouver à nouveau en situation excédentaire et donc à nouveau on va couper et c'est là que la spirale est un peu sans fin. On a une question de David. Oui, Christelle, encore. Là où, alors, je comprends la notion variable, etc. Après, je trouve que le pont rapide de dire, avec même l'exemple du plateau repas, à partir du moment où au-dessus de 10 euros, on va améliorer le résultat net, je trouve que c'est un petit peu, on va dire, je trouve que le raccourci est un peu fort parce qu'il y a quand même des frais quand même à couvrir. Enfin, je ne mettrais pas autant en opposition, en fait, le cost accounting et le throughput. Je pense que les deux approches sont très intéressantes à partir du moment où on les regarde de manière complémentaire. Parce que je pense pas qu'on puisse se dire qu'en se focalisant que sur le throughput, on améliorera mécaniquement le résultat net. Est-ce qu'on sera en optimisation de nos ressources pour y arriver? Oui. Après, il y a quand même une notion où, si on reprend l'exemple des avions, où il faut quand même bien varier leur billet pour que certains, oui, il est à 10 euros, mais d'autres, ils vont le payer 500 euros. Donc, moi, ce que j'aime bien dans votre approche, c'est le fait qu'on se concentre sur l'accroissement de revenus et de ce qu'on peut se permettre. Mais on ne peut pas faire soit 100% l'un, soit 100% l'autre. C'est On est bien d'accord. tout à fait exact. Donc, quand on a un peu de temps, et là, on est presque à l'heure, donc effectivement, vous avez besoin, quand vous faites ces approches-là, d'avoir des approches différenciées. C'est-à-dire que vous ne devez surtout pas saccager vos prix de vente normaux. C'est-à-dire que si tout d'un coup, tout le monde achète ses billets à lasmid.com,
Air France coule tout de suite, on est d'accord, hein. Donc, si tout le monde achète ses billets à 50 euros, c'est une catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut avoir une approche de séparation des marchés, c'est-à-dire que lastminute.com, c'est lastminute.com. C'est uniquement les places que je suis sûr que je ne vendrai pas. Donc, si je suis sûr de ne pas les vendre, à des gens qui ne seraient pas prêts à payer 500 euros, alors je peux les mettre sur le marché sans rien perdre. C'est-à-dire, je ne perds pas le billet dans l'avion d'après. C'est ce que fait la SNCF, par exemple. Je raconte juste très rapidement une histoire. Quand j'étais chez Renault Trucks, avant de venir chez Optim, j'étais directeur, j'avais une assistante qui me prenait mes billets de train, etc., etc. Je ne m'occupais de rien, je ne me posais pas de questions. Quand je suis arrivé chez Optim, TPE, toute petite entreprise, évidemment, je dois me débrouiller avec mes billets de train, et c'est très très bien comme ça. Et donc, du coup, la première fois que je monte à Paris pour aller faire du commercial, donc moi j'étais jeune consultant, du coup, hein, et je me dis, voilà, mais regardez, la SNCF me propose un billet à 300 euros, je ne me souviens plus exactement, on va dire 200, pour monter à Paris, et puis un billet à 40 euros en prime, machin. Évidemment, 40 euros, puisque c'est du commerce, c'est qu'une charge pour Optim Ressources, donc je prends 40 euros. J'arrive à Paris, évidemment, je reçois un SMS en arrivant à Paris, mon rendez-vous est annulé. J'ai passé ma journée à la gare de Lyon en attendant mon billet que je ne pouvais pas échanger. Et là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, plus jamais, dans le cadre professionnel, je prends un billet prime. Donc, c'est quoi? La SNCF, tout en faisant une différenciation aussi importante de ces billets, où les gens râlent parce qu'ils ne comprennent rien, mais en fait, elle est extrêmement claire, la différenciation. C'est-à-dire que celui qui ne payerait pas 200 euros de toute façon pour prendre ce train, donc il prendrait Blablacar, il prendrait un TER, il prendrait n'importe quoi, il viendra en vélo, mais il ne payerait pas 200 euros. Lui, il faut que je lui trouve une place à 50 euros, et je vais essayer de la lui trouver. Par contre, il faut que je différencie le marché, il faut que celui qui est prêt à payer 200 euros, surtout, lui, il n'aille pas acheter ma place à 50 euros. Donc, en fait, on est vraiment sur une approche qui doit être de maximiser le flux de valeur qui passe à travers mon outil de production. Air France, lastminute.com, c'est la somme des deux qui fait le maximum. Et EasyJet a amené le concept à son maximum, enfin les low cost en général, c'est-à-dire en dire, j'ai un asset, cet asset, je regarde comment maximiser la valeur qui passe à travers, y compris en faisant du low cost, c'est-à-dire y compris en ayant des prix de vente qui sont très très bas. Voilà, mais effectivement, hein, on savait que l'eau était un peu froide et surtout qu'on allait aller très 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 vite. Et évidemment, il y a plein de nuances et évidemment, c'est très important de les prendre. Le temps qu'on a force un peu la caricature, effectivement. Tout à fait. Michel? Oui, Michel Rula, ouais, donc moi j'ai une question par rapport au mode de fonctionnement de mon entreprise. Donc c'est l'automobile, donc il y a beaucoup de frais fixes et on est très conscient effectivement des effets volume hein, sur les frais fixes si les volumes baissent, etc. Mais on prend nos décisions non pas sur le throughput, hein, la création de valeur, mais sur des calculs de business case, TRI, NPV. Donc, ça me semble quand même incomplet là par rapport à ce que vous expliquez, mais je voulais savoir quelle était finalement la vraie différence entre les deux, si vous pouvez expliquer. Alors, rapidement, ça va être compliqué. Mais oui, il y a clairement, quand on regarde, par exemple, alors si on bascule dans le monde engineering, là, hein, donc dans le monde plutôt de développement projet hein, si on prend cette et je vais prendre un exemple plutôt dans la pharmacie, par exemple, chez Biomérieux, puisqu'on est en train de travailler chez eux sur ces sujets-là. Question, c'est est-ce que si j'ai un très gros projet qui génère un business case énorme, j'ai jamais vu une marge aussi grande. Magnifique. Sauf que ce projet, à lui tout seul, consomme ma ressource critique pendant 2 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux plus faire aucun autre projet à côté. Donc, je vais comparer non pas la NPV, donc on va dire la valeur ajoutée de ce projet en tout seul, je vais regarder, et le throughput est une notion de flux en fait, on est dans une notion de débit de valeur, et on va regarder ce projet à lui tout seul, peut-être qu'il immobilise 10 autres projets dont le business case a l'air beaucoup moins bon, et quand je fais la somme de ces 10 projets, le flux de valeur créé qui passe à travers ma contrainte est meilleur. Et donc, je suis en train de faire une erreur en sélectionnant les projets qui ont la meilleure marge apparente, tout simplement parce que je n'ai pas regardé la quantité de ressources critiques que ce projet consommait. Voilà, donc on a des ABAC hein, qu'on montre en général quand on travaille sur le management de portefeuille de projet pour vous montrer comment on pilote. Et donc, on avait commencé à travailler d'ailleurs, on a
pas commencé, on a eu cette première approche sur le projet stratégique de Holot, mais voilà, sur lequel on a d'ailleurs fait un webinaire sur ce sujet, et on a chez Biomérieux qui ont fait un webinaire aussi là-dessus, que vous pouvez probablement retrouver sur notre chaîne YouTube. Je ne m'attarde pas trop, Michel, parce que là, j'ai Guillaume qui me donne des coups de pied. Ouais, Pas non, vrai, je ne il veux m'a pas donné consommer des coups tout le temps du webinaire. Merci. Très, très rapidement, du coup, puisqu'on déborde un petit peu sur la gestion de la contrainte, on a évidemment, sans rentrer dans le cas caricatural ou même dans le cas sur lequel on serait surcapacitaire de partout, il va arriver des périodes, quelle que soit la raison, ça peut être une raison on a coupé des ressources avant et donc on se retrouve à nouveau sous capacitaire aujourd'hui, peu importe. En tout cas, sur la contrainte, on va retrouver probablement une situation comme celle-ci, avec une saturation relativement bonne, un peu de partout, et un endroit où tout ne peut pas passer. Et donc là, on va avoir vraiment ce sujet d'arbitrage sur la charge qui passe par C, avec un critère sur le throughput. Évidemment, il y en a d'autres, puisqu'on va se retrouver avec des situations business qui sont très particulières, avec des clients qu'on ne peut pas couper, qui sont stratégiques, etc. Il y a plein de choses qui doivent rentrer en compte dans cette décision, dont le sujet de la rentabilité du produit, et qui, du coup, qui vaut mieux aborder sur la base du throughput plutôt que sur la base de la marge nette, dans le cas d'une situation business comme celui-là, qui est plutôt court terme. Donc, j'avais oublié ce slide, mais c'est exactement la réponse que je viens de faire à Michel, en fait. Mais dit là plutôt sur le flux industriel. Et donc, le sujet de notre critère d'arbitrage entre les autres, stratégie, etc., on va retrouver, du coup, le throughput généré par le produit ou par le projet en fonction du temps qu'il va prendre la contrainte. Et donc, tout ça mis en relatif avec le reste de ce qui passe sur la contrainte, l'ensemble des produits, et de se dire, si je dois arrêter quelque chose, qu'est-ce que c'est? Et on va prendre la liste, du coup, par le bas. On va se dire, là, je gagne le moins de throughput par heure. Est-ce que ce truc-là, je peux le couper? Est-ce que c'est un truc stratégique? Est-ce que c'est juste des price buyers que je peux avoir de temps en temps et que je peux me dire que je ne prends pas trop de risques à les couper? Et donc, on va prendre cette décision-là pour ramener la charge de la ressource critique à saturation, et à saturation normale. Mécaniquement, ça veut dire que si on considère que ces 5 ressources sont liées les unes aux autres et que pour sortir le produit, il nous faut l'intervention de ces 5 ressources, ça veut dire que si on diminue ce qui passe par la ressource contrainte, on diminue ce qui passe par toutes les autres. Et donc, on va créer de l'extra capacité sur les 4 ressources autour de notre contrainte, dans notre cas ici. Ce sujet, il est hyper important parce que le réflexe pourrait être, du coup, de couper la capacité excédentaire qu'on a créée ou qu'on découvre à ce moment-là sur nos autres ressources. Évidemment, on est toujours sur le sujet des seuils et des paliers sur lesquels on va pouvoir économiser vraiment des frais fixes. Donc, on peut rentrer dans ce raisonnement-là, qui serait du coup d'optimiser la charge de ces ressources. Le mieux, ce serait de l'exploiter, et c'est-à-dire de pouvoir essayer de trouver, par exemple, sur le marché, des gens qui seraient prêts à payer ce qui passerait seulement par cette ressource, d'une manière ou d'une autre. Et dans tous les cas, ce qu'il faut conserver absolument, c'est ce qu'on appelle la capacité de sprint, qui serait du coup une capacité à rattraper le retard pris ailleurs. Le seul endroit où on ne peut pas en avoir, par définition, c'est notre ressource critique, notre ressource contrainte, donc ici C. Pour tous les autres, il faut être en capacité d'accélérer par moment. Si par exemple la ressource B se retrouve avec une panne imprévue, il faut qu'elle puisse rattraper son retard après sa réparation des unités qu'elle n'a pas produites pour pas que C se retrouve sans travail. Ça, c'est fondamental. Alors là, on est plutôt orienté théorie des contraintes classique, entre guillemets, mais les implications, elles sont évidemment liées au sujet throughput et au sujet cost accounting, compta analytique, dans le sens où les décisions prises et les propositions de décision et d'arbitrage prises par la finance et le contrôle de gestion ont évidemment un impact sur le capacitaire de l'usine et sur les opérations. Et évidemment, sur les ressources sur le projet. Et Steven Bragg, qu'on a cité tout à l'heure au début, a utilisé un terme que nous, on n'utilisait pas. Le concept, on l'utilisait, mais on n'utilisait pas ce terme-là. Du coup, maintenant, on va commencer à l'utiliser. C'est ce qu'on appelle la capacité de sprint. Et il avait un indicateur de capacité de sprint des ressources qui sont autour de la ressource contrainte pour pouvoir rattraper leur retard quand elles en prennent. Pour finir sur ce sujet-là, on propose quelques questions à se poser un peu mécaniquement, justement pour arrêter la spirale descendante et plutôt repasser en spirale ascendante. Donc, sur des thèmes de saturation, évidemment, comment je peux mieux saturer ma ressource contrainte, comment je peux maximiser la valeur qui passe par ma contrainte. À l'inverse, comment est-ce que je peux utiliser mes ressources non contraintes, non critiques pour générer un revenu complémentaire?
Quelles sont les choses que je peux faire sur ces 4 autres ressources qui ne sollicitent pas ma ressource contrainte et qui, malgré tout, ramèneraient de la valeur pour l'entreprise. Le but du jeu, évidemment, c'est d'augmenter du coup le throughput de mon organisation, donc la création de flux de valeur. Et évidemment, on a quand même, malgré tout, ce sujet-là, d'adapter les dépenses et le BFR de l'entreprise pour mieux gérer ma capacité de valeur. Il reste 2 minutes. Et je lui dis qu'il reste 2 minutes, mais en même temps. Et donc, par exemple, vous avez votre traitement thermique maintenant qui est complètement vide, mais qui existe toujours. Est-ce que vous ne pourriez pas devenir sous-traitant d'industriels qui sont autour de vous pour faire du traitement thermique? Ça pourrait paraître un peu bizarre comme idée, puisque vous venez de décharger en prenant des mauvaises solutions. Mais en même temps, votre traitement thermique, il est toujours là, il est toujours allumé, il fonctionne toujours. Comment c'est dommage? Pourquoi? Et donc, il est surcapacitaire, il est sous-chargé. Comment vous pourriez générer des revenus en utilisant mieux ce contrôle thermique, ce traitement thermique? Ça va pour vous? Il y a une question de Christophe, ce qui sous-tend que les ressources ont des compétences équivalentes. Ah oui, tout à fait. Absolument. En fait, l'idée, alors, c'est pas tout à fait ça. C'est la ressource B, par exemple, si elle prend du retard parce qu'elle a une panne. L'idée est qu'elle a heureusement un buffer. Pour ceux qui ont fait un peu de TOC, vous avez un buffer de protection normalement entre B et C si elles sont enchaînées, liées dans une ligne de montage, par exemple. Mais il n'empêche qu'il va falloir recharger le buffer. Et donc, il faut garder une capacité de B d'accélérer la cadence, d'aller plus vite que la ressource C pour pouvoir recharger son buffer. On n'est pas ici tout à fait dans l'interconnexion des ressources par leurs compétences. Alors évidemment, plus vous avez de la polyvalence, plus ça simplifie l'équation. Et donc là, à ce moment-là, on peut considérer qu'il y a des compétences équivalentes. C'est plus sur la capacité d'accélérer pour pouvoir re-remplir la charge de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Ok, merci. Donc là, normalement, on est un peu en apnée, parce qu'on est allé très très vite. J'espère que ça va, qu'on ne nous a pas perdus. Et on aimerait, alors on ne les montre pas en général, ces slides. Donc on s'est dit, tiens, probablement qu'on ne les aura pas suffisamment choqués jusque-là. Donc on veut vous amener une réflexion un peu aussi sur les pratiques budgétaires de nos entreprises. Alors chez vous, c'est probablement mieux que ce que j'ai pu voir moi dans les entreprises que j'accompagne ou quand j'étais chez Renault Trucks. Ça a beaucoup bougé, j'imagine, Michel. Mais voyons, vas-y. Donc on peut se poser quatre questions et on peut au moins essayer d'y répondre dans sa tête. À quoi sert un budget? Réellement, à quoi ça sert un budget? Comment on l'utilise en vrai? Comment dans la pratique on utilise un budget? Donc, est-ce que ce budget, on l'utilise comme à quoi il devrait servir? Troisième question, comment on devrait l'utiliser? Du coup, si on ne l'utilise pas exactement comme il faut, comment on devrait l'utiliser? Et puis, il y a une question qui est extrêmement importante dans la conduite budgétaire d'une entreprise, c'est comment on fait face à des aléas et des imprévus. Et quelles règles, quelle grille de décision on prend face à des dépenses imprévues. Par exemple, une direction IT qui dit « Ah, j'ai une super idée, il faut acheter 2 machines de plus. Ce n'était pas prévu au budget, mais regardez, c'est vachement intéressant, etc. etc. » Comment on fait pour décider que c'est possible ou c'est pas possible? Alors peut-être juste, si vous voulez au moins répondre à la première question, si une ou deux personnes peut dire à votre avis, à quoi sert un budget? Moi, je dirais à contraindre, justement. C'est la contrainte majeure la plupart du temps, en fait, dans beaucoup d'activités. Alors ça, c'est comment tu l'utilises. C'est plutôt la question de comment tu l'utilises. Est-ce que tu es d'accord pour dire que un budget, objectivement, ça sert à ça? Ça sert à contraindre. Est-ce que ça devrait servir à contraindre? Non, clairement, ça devrait servir à développer, à satisfaire les clients pour développer le business, quoi. C'est qui est la base d'une entreprise, quelle qu'elle soit, en fait. Pour moi, un budget, c'est déjà de donner des lignes directrices pour le futur, quoi. Ouais, tout à fait. C'est de se projeter en fait sur qu'est-ce qui risque de se passer l'année prochaine pour vérifier que les ressources sont au bon endroit, que les opérationnels ont les ressources suffisantes pour faire globalement tourner l'entreprise et se projeter parce qu'on a une entreprise qui doit gagner de l'argent, qui doit générer des bénéfices. Et donc, est-ce qu'avec ces grands équilibres tels qu'on les imagine, on va générer suffisamment de bénéfices? Et si ce n'est pas le cas, où sont les points de levier d'amélioration, etc. Donc, on est normalement, un budget, c'est vraiment pour lire le futur
Et évidemment, ça va servir aussi comme référence pour vérifier si les opérations se déroulent comme prévu. Par contre, effectivement, souvent on l'utilise comme une contrainte. Alors, chez Optime, on essaye d'avoir une lecture un peu éclairée de ce système, mais je vous raconterai éventuellement, si j'ai le temps, une petite anecdote sur le fait que de temps en temps, on se sert d'un budget comme une contrainte, alors que, bon, voilà. Ouais, je vous la raconte tout de suite, comme ça sera fait. Lors d'une réunion de direction Optime, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va donner comme augmentation générale des salaires cette année? D'accord? Normal, une question que tout comité de direction se pose au moins une fois dans l'année. Et la réponse d'une des personnes autour de la table qui dit, bah, qu'est-ce qu'on a mis au budget? Alors, j'avoue que ça m'a un peu crispé, parce que normalement, mais voilà, c'était entre nous et on s'aime beaucoup, donc il n'y a aucun problème, mais en plaisantant évidemment, elle dit, c'est exactement pas à ça que ça sert un budget. On s'en fiche de ce qu'on a mis au budget. C'est qu'est-ce qui est bon pour l'entreprise de donner aujourd'hui en augmentation générale des salaires, parce que on le doit, ou c'est important pour les garder nos ressources critiques, etc., etc. Donc la question, c'est pas qu'est-ce qu'on a mis au budget, on s'en fout de ce qu'on a mis au budget. Si on s'est trompé dans le budget, on ne va pas continuer à se tromper et foncer dans le mur. Donc, la question n'est pas qu'est-ce qu'on a mis au budget, la question c'est qu'est-ce qu'on doit donner, qu'est-ce qui est bon pour l'entreprise et pour les salariés. Et une fois qu'on aura répondu à cette question, on vérifiera qu'est-ce qu'on avait mis au budget et on se dira, ah, on a peut-être un problème. Et on résoudra ce problème. Mais la question ne doit pas partir, c'est le budget, donc c'est ça qu'on va donner. Ça serait une erreur, à mon sens, un peu dramatique de raisonner comme ça. Vas-y. Alors, du coup, on va voir qu'on va vous proposer, alors là, pour ceux qui ont fait de la chaîne critique, donc c'est de la chaîne critique appliquée au budget. Donc vous savez probablement que dans la chaîne critique, il y a deux éléments au moins qu'on utilise beaucoup. C'est un, la loi de Murphy, c'est-à-dire que tout ce qui va mal se passer va mal se passer. Donc il y aura des aléas. Ça veut dire ça. Quand on prépare une année budgétaire, on sait déjà que de toute façon, le budget, ce ne sera pas exactement ça. On est d'accord. Il y aura plein de choses nouvelles qui vont arriver. Et deuxièmement, quand on fait un budget, on crée plein d'optimums locaux. C'est-à-dire que toutes les directions, quand elles créent leur budget, elles essayent de se mettre des réserves. Parce qu'elles savent que ça ne va pas exactement se passer comme ça et qu'elles savent que c'est très difficile d'aller demander des rallonges budgétaires en cours d'année. Donc, elles vont essayer de créer des petits buffers que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas. Même les meilleurs contrôleurs de gestion, Christelle, probablement, peut-être ne serait pas d'accord, mais c'est très compliqué pour un contrôleur de gestion qui est externe de savoir exactement où sont les buffers, où sont les marges des différentes directions, qu'elles se sont mis probablement un peu partout. Je confirme. Super. Et du coup, on a un problème. C'est que l'optimum global risque d'être traité au détriment de l'optimum local. C'est-à-dire que, en fait, chacun va essayer de consommer son budget, alors que potentiellement, cet argent, si on l'avait eu en réserve globale, on aurait pu le réallouer à des endroits où il aurait eu plus d'impact pour le business de l'entreprise. Donc, les solutions, je propose de passer. Alors, attention, pour ceux qui connaissent le Fever Chart, on vous propose une lecture un peu originale de votre budget. Alors, déjà, on va passer sur un budget frais fixe. Hein. On prend que du budget frais fixe dans un premier temps. On verra ce qu'on fera des budgets de frais variables après. Vous avez de janvier à décembre une courbe pointillée qui est votre budget. Nous, on a fait l'hypothèse d'un moins 30% qui serait des 30% de buffer. Je fais l'hypothèse que toutes les directions, elles se sont mis 30% de buffer. Hypothèse à vérifier, ça peut être que 10, ça peut être 50. Je prends 30. Imaginons que tout le monde a fait un peu de buffer à 30%, mais moi je dis, écoutez, on vous enlève ces buffers, on les met en commun, on les met en collectif. Donc sur un budget d'1 million d'euros ou d'1 milliard d'euros, voilà, je vous propose de constituer un buffer de 340 000 euros et on se réalloue ensemble les directions, donc du coup un vrai budget charge fixe de 660 000 euros. Et donc c'est notre courbe pointillée qui va se dérouler. Les charges fixes ont souvent la bonne idée, sauf quand il y a des gros investissements, mais du coup, c'est traité un peu différemment. Là, je considère qu'il n'y a pas d'accident d'investissement, mais en général, de toute façon, c'est linéarisé par l'amortissement. Donc voilà. Mais on est sur une charge qui est relativement linéaire en général sur les charges fixes. Et donc, on a fait l'hypothèse de cette linéarité. Et deuxièmement, évidemment, on a une deuxième courbe. Celle-là, on a plus de mal à imaginer la dépasser, puisqu'on ne veut pas dépasser le 1 million d'euros. On considère que le business model et les résultats de l'entreprise seraient en difficulté si on dépassait 1 million d'euros, puisque du coup, la marge qu'on ferait à la fin de l'année ne serait pas suffisante. Et donc, on voit apparaître une zone dans laquelle apparaît votre zone de décision.
C'est-à-dire que la zone verte, elle est déjà décidée, puisque c'est les charges fixes. Globalement, c'est votre footprint, entre guillemets, c'est le nombre de personnes que vous avez, c'est l'allocation des bâtiments, c'est les assurances, c'est voilà, c'est vos amortissements qui sont déjà engagés, puisque vous avez déjà fait des investissements. Donc ça, c'est la partie verte. La partie verte, il y a 0 décision. Les décisions, elles sont beaucoup plus moyen terme. C'est-à-dire, j'embauche, etc., etc. Mais une fois que vous avez décidé, ça devient du vert, vous n'avez plus de marge de décision. Tout ce qui est en dessous, au-dessus du vert, là, alors moi je suis toujours daltonien, je ne sais pas la couleur que c'est orange? C'est orange. Cette partie-là, par contre, eh bien, c'est ce qu'on appelle le buffer commun. Donc, vous voyez en CCPM, en chaîne critique, c'est le buffer qu'on met à la fin des plannings de projet. Ce buffer, c'est l'endroit où le comité de direction et la direction financière en particulier a toute sa valeur pour aider à prendre des décisions en disant, vas-y, si tu prends une simulation, par exemple, de ce qui pourrait se passer. Alors, il y a un effet, c'est un effet d'optique, on a vérifié, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a l'impression que le rectangle est déformé. Bon, on a vérifié par tous les moyens possibles, il n'est pas déformé, hein, c'est un effet d'optique. On peut imaginer que les 6 premiers mois se passent de la même manière. Au premier mois, impeccable, on est sur le vert, on n'a aucune extra dépense. Deuxième mois, février, bon, on a commencé à dépenser un peu plus que ce qu'on avait imaginé au début, mais parce qu'il y avait des très bonnes raisons, hein, donc très bien. Troisième mois, pareil, puis quatrième mois, catastrophe. Là, on a fait une dépense qui nous a mis dans le rouge, c'est-à-dire qu'on a consommé plus vite le buffer que ce qu'on avait prévu en le linéarisant. Donc là, attention, ça veut dire que l'entreprise, red flag, on est en situation de dépasser les dépenses qu'on avait prévues. Et donc là, on se dit deux choses, soit le business, parce qu'on est au mois d'avril là, soit le business a confirmé tel qu'il était prévu, et donc on ne peut pas se permettre de rester dans le rouge. Donc là, cette fois-ci, on sait que les extra dépenses des mois suivants, il va falloir vraiment, vraiment être extrêmement vigilant pour revenir dans notre zone orange, qui est la zone normale. Ou bien, deuxième possibilité, le business va beaucoup mieux que prévu, et du coup, on vend plus, du coup, la droite du budget, en fait, elle se déplace, elle monte, puisqu'automatiquement, on peut s'autoriser à engager plus de dépenses si le business est meilleur que ce qu'on avait prévu dans le business. Et évidemment, si le contraire arrivait, c'est-à-dire que le business est moins bon que ce qu'on avait prévu, cette courbe-là, elle doit se rapprocher de la courbe pointillée, puisqu'on doit, et encore une fois, c'est sur cette zone-là que vous avez votre liberté de décision. Cette courbe doit se rapprocher de la courbe pointillée. C'est une décision collective qui appartient au comité de direction sur lequel il a réellement des effets de levier, puisque cet argent n'a pas été distribué à chacun qui essaye de faire ses optimums locaux en sauvant finalement ce qu'il avait à son budget. Mais on est bien sûr, au-delà de ce qu'on avait prévu dans le budget minimum, qui est le budget de base, qui est le budget de ressources engagées, eh bien, on est ensemble, en collectif, en capacité de décider le meilleur pour l'entreprise. Ceux qui font du portefeuille de projet, vous reconnaissez le fever chart qu'on utilise en portefeuille de projet, le fever chart du management de projet sur la consommation du buffer, on en est très très proche. C'est le petit clin d'œil qu'on voulait vous faire sur le fait que, à travers la question du throughput et ce qu'on a découvert sur les frais fixes et sur le fait qu'on va piloter ces frais fixes, parce qu'évidemment, ces frais fixes sont toujours fixes avec le pointillé, mais il y a toujours des petites marges d'erreur, des aléas, etc., etc. Il faut savoir, évidemment, réagir. Pour ce qui est du pilotage des frais variables, évidemment, c'est toujours important. On ne peut pas les perdre de vue. On est obligé, évidemment, aussi de piloter les frais variables, mais on n'a pas besoin de les mélanger à ces charges fixes parce que c'est des décisions de nature extrêmement différente. Quand vous avez une dérive achat, par exemple, sur des prix de matières premières qu'il faut piloter, il ne faut surtout pas le mélanger à votre pilotage de frais fixes parce que c'est une autre question. Ça n'a rien à voir et ça se pilote évidemment très différemment.